host it ourselves, or host different versions, or just experiment here. It's a sort of balance. We're not forced to be on edX.org. We can also be here anytime. This application is connected to Gaspar also, so that users from the in-campus and anyone actually that has a Gaspar account can also access. And hope it works now. I was playing with that yesterday. So this is the front-facing application. That's what students see, but we also have a bunch of other things. Well, let's go out for a second from this one. Yeah, so we run a lot of other applications that just run in parallel and are part of the service, but most students only look at these and they think those are my courses. So to get an idea of what OpenEdX is and what it has in its inner workings, you can look at the marketing diagram. This is what OpenEdX sellers show to say this is a very complex system. It needs my product to be usable. But this is somehow, this is a little bit over now. It is still this complicated, but we have a new marketing diagram, which is a little bit more easy to digest. So we basically have a long list of applications, different services, mostly Django and Python based. Not all of them, but mostly, and all what's important at least. And those run in a complicated network layout so that we provide like a very high reliability and speed. So these three, for instance, that I show you here are the LMS, what the students see, Studio, what the professors and course authors see. Every other box in this diagram is actually part of the inner workings of either the LMS or the Studio. So all these parts are just living there somewhere. There are probably different repositories, dependencies that we install over and over, but nothing more. And this application, for instance, is it's here, Insights and Analytics. But inside we also run some other services that may or may not be Python, may or may not be open source. I think all of them are open source, but they may not or not be developed by edX itself. And after that that's what the monster that we want to face. We also keep a secondary application that is actually very important for us, which is the analytics pipeline, where we do analysis of of everything that's going on. Every request that goes back and forth between the server and us and the users gets logged, and if it gets logged, it gets later on analyzed by the analytics pipeline. So we have a running cluster of Hadoop where we chop and digest all the tracking logs that we generate daily, and with this in mind, we create some useful dashboards and graphics for professors to see and to understand what is working and what's not working from the courses they create. So yeah, this is a different application that we try to maintain using at least one other service that needs orchestration. So we run a Jenkins server as well to keep up tracking of the tasks that Hadoop uses to compute all this data. And this looks, I should maybe just a little bit of it. Yes, but then I would rather open the file. I don't know, this is a little bit more clear. So this is what we do at the end of the day. We have we run all this infrastructure in Switch.
So the first level of what we do is that we use Terraform to provide. Switch has a service of OpenStack, and we use specifically that service. We don't use anything else from Switch, just the OpenStack, and we try to maintain our compatibility to OpenStack to a maximum. So if we have to leave Switch at some point, then we can use any OpenStack provider. So we handle all this using Terraform, and we write our own modules to get at least 3 layers of service. One is the load balancing layer, where actually we do the load balancing and SSL termination. One is the layer where we have all the application servers, and one final layer of persistence, where we keep databases and let's call it other persistent services like Elasticsearch, which is not a database in itself. And after this infrastructure is created, sort of in 3 layers, we keep we keep an identical copy of all this for staging. So we do all our experimentation in staging. And then when we are satisfied with what we're doing, we pass to production. And we manage all this using Ansible. So we try not to go into the servers and do things manually, but instead we keep a command and control server where we put our Ansible and run from there. To go back to my diagram here, how this is everything from either independently deployed applications on the edX platform code base ends up being in one of these servers, which we keep for regular operation too, but we have the ability to add more at any point. We haven't had the need yet, but this is horizontally scalable, so we can just keep on adding servers whenever the capacity is at the limit. So these two are in that layer, and all the persistent systems are in the final layer. That means we keep at least one cluster of MySQL with replication in 3 different servers. We keep a cluster of Mongo and a cluster of Elasticsearch. We keep a cluster of Memcached, but that's it's just a cache. We can drop it, and the application should be resilient to that. And for file. J'ai une petite question, je la pose aussi en français. Ouais. Dans le backend serveur, il y a c'est des clusters, donc c'est un groupe de serveurs où ils font cluster entre le serveur 1, serveur 2, serveur 3, typiquement pour Elasticsearch. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la distinction. So, est-ce que c'est 3 clusters, un pour MySQL, Voilà. un pour truc? Non. Est-ce que c'est 3 clusters? Donc le backend serveur 1 est un cluster, le backend serveur 2 est un cluster, ou c'est les 3 serveurs qui font office de cluster? Voilà, ok, c'est bon. So we keep 3 servers, and we actually keep this router in between, which is just a keep alive process. So from the point of view of these 3 servers, they don't realize there is a cluster running. They just see one IP, which always answers with the right data. That is at least for MySQL. For Mongo, it's a little bit simpler because Mongo supports clustering out of the box, so we just tell it that we're running a cluster. And the same goes for Elasticsearch. But for writing the index, we do use the router. But Elasticsearch supports clustering, so it sort of helps itself distribute the data. We also use an extra service for persistence, and that is Swift containers. One thing I should have mentioned is this application is developed to run on AWS. That is something that at least the 2 largest installations of OpenEDX in the world do, and this has shaped what they expect from Django. So they normally are geared towards using services that would be available in AWS.
So OpenStack for us is just the way of getting AWS in Switzerland, because there is no data center of AWS here. So whatever we or any other installation running AWS would have put in S3, we put it in Swift containers, which is very much compatible, but not 100%. And that little percentage of non-compatibility ruins every now and then one of our days, because it just creates bugs that are very hard to find. Normally what we put here anyways is anything that the users upload. So we have a different URL for that, and we are not subjected to users trying to execute the scripts or these kind of things. That never touches our servers. So that's all somewhere else. That goes for the services that our users, be that professors or students, see. And then we keep a parallel service, which is the Insights installation and the Hadoop cluster to process that data. We try to keep an open mind of what we will do with this, because the longer we run, the more logs we have to track, and the larger we run, the faster those logs will be created. So this Hadoop cluster will have to scale at some point. For now, we just use one big machine where we throw one node Hadoop cluster, but ideally we can scale this up when we require. Also, we have some monitoring and external services, basic Google Analytics to know what the real-time users look like, and some marketing insights. We use the email service internally here at the FFL, so we don't actually handle email sending. We just put it in the Postfix queue and connect this to the FFL senders. And we do monitoring using both Datadog and New Relic. So where from Datadog we get the insights of how the machines are doing, memory consumption, RAM, CPU, all that, alerts of that. And from New Relic we have a pinger that goes every 30 seconds to our heartbeat. And just says we are alive. As the second 30 seconds after this stops working, we start getting notified by all possible channels. So we try to stay on a running installation 24/7. Am I missing something? No. The last one is the backup that we could do also staying at Switch, but right now we get the data back to a machine at EPFL. Yes, twice per day we bring it home to long-term storage. It just gets backed up and backed up. The machine and the NAS and everything. Also from this backup we finally read the tracking logs, which we will use at the Hadoop cluster. So we synchronize sort of to the backup server, but back to the Hadoop cluster. Maybe a few words about getting in other partners from Switzerland. ETH is a partner of this project as well. And so some of the adaptations we'll have to do is, for instance, change Google Analytics to replace it with Piwik or something else, because they are completely allergic to Google Analytics. Here we have implemented the requirements of VPSC to anonymize the last byte of the IP, but this will probably have to change. And then we're looking also a bit for monitoring solutions that would run in-house, and there I don't know, I was hoping maybe you guys can tell us what you are using, or whether there is a general project going on or a service that we could use. Yeah, we're looking to replace Datadog so that we don't send information
basically the fear there is that since we have to install the Datadog agent, if Datadog wanted extra information from us, they could theoretically send it, and then it's sent to the Datadog servers in the US or whatever. So we want to be blinded legally that information from our secure instance remains secure, but still have nice monitoring and necessary alerts of operation. For New Relic, that's not a problem because we don't give them anything. They just ping the IP, the external IP as anyone working in the world. But we're looking to replace that. Also, Google Analytics to Piwik if that comes as a requirement later on. And we're also open to just keep modifying this to account for changes in the open source project. The project itself is huge. It has something like 100 paid engineers working on the open source code base, but also a community of thousands of people just doing small modifications. They try to maintain they try to make it 4, but it's more like 2 annual releases where it's like a stable code or a stable channel, and we pull up from those stable releases. So we maintain ourselves in the latest stable release, which right now is like a month old or something. But we try to balance that, the openness of the project and the requirements of our partners, like people running in AWS, with our own requirements of running in Switzerland and being as secure as we can be. Maybe to answer your question about monitoring, currently we rely on camp-to-camp solutions, and they use Grafana. Yeah. But we don't maintain it ourselves. Yeah, we thought about using Graphite and Graphene, but we didn't want to also have to run these ourselves. And they will continue to offer that service in the coming 2 years, you think, or? Maybe. If we pay, yeah. As long as we pay, yes. Yeah. But and the whole, all the services from VPC are monitored by this? Like all these Infosciences, le mail, Tous les services qui sont hébergés par Camtocam sont tous ceux qui sont hébergés. Ouais. Il y a des sites qui ne sont pas hébergés par Camtocam qui ne sont pas monitorés. Tout ce qui est SAP, je crois que c'est pas. Et puis est-ce qu'ils monitorent aussi des services que eux n'hébergent pas? Alors ça, on peut regarder, on peut demander. Mais se monter un serveur Grafana, c'est rien. Hein. C'est un InfDB, un Grafana, c'est install, c'est installé. J'ai un script d'installation. Tu peux installer ça vraiment toi-même tout seul. C'est des peanuts. C'est plus complexe d'installer un Elasticsearch serveur avec toute la grappe LK que d'installer un Grafana. It's just at some point you have to choose a bit whether you just buy and you can send an email when it doesn't work, or whether you do it yourself, because at the end you will have a lot of machines to upgrade and to... How about, you know, if there is a plan to do internal web analytics, like to replace Google, or have you heard of something like this? I don't think so. No. Okay. Because that would be also a fact if we go with Piwik, right? Yeah, we would have to run our own instance and maintain it. And make it reliable and running in Switch and all that. In a way, I hope that each partner, because the problem with Swiss universities is that in Zurich, it's the préposé à la protection des données zurichois who has the say with their law. In Geneva, it's another one. So ideally, we would have endpoints that they choose. You know, just that we don't solve all the problems of Switzerland, but we just say, okay, it's a pluggable system, and if, tell us whether you want to consume this data and how you want to consume it, and then we just adapt. Yeah, one of the things that we need to be on top of
is that we offer different endpoints for the exact same service. So the service responding this request and this one is exactly the same, and the technology, everything is the same, but since we come from a different domain, we offer them a different branding and a different list of courses. So that's what a partner has access to, and then if every university starts making different claims or they have different requirements, we need to make sure that it works alongside the requirements for every other university, sort of at the same time, but with a specific configuration. So we could just keep on adding different endpoints for every university, but we still need to be able to balance the act where they have to be compatible, at least at the server level. That's that's pretty much it. I have a question about Django. Yep. What version? Of Django we are using? Yeah. It changed dramatically. It changes dramatically from service to service, but the critical two are LMS and Studio. Those currently are in 1.8, the latest. Some of them, like catalog and programs and credentials, are already running a newer version on Python 3.5, but every service gets its own separate virtual env and it maintains its dependencies independently. Now, these two are always the latest. Like, it's the longest, it's the largest code base. It's estimated to be 3 times the size of the Django code base itself. So it's a large it's a large code base, and just one error somewhere has to pass, and the tests for this takes, I don't know, testing for this takes like 1.5 hours to run, and it's like a monster that is just sort of tumbling very slowly, but they try to keep an eye on that. So 2 years ago it was the migration from Django 1.4 to 1.8, and that was such a difficult time and such a pain that now it's an official goal of the project that they don't lag too much behind, because migrating 1.4 to 1.8 was painful for developers, for operators, and even the Git code base, the Git tree was broken on that one. So yeah, so apart from these two, every other service tends to have like, a more standard Django-esque schema. This one has, on the same code base, 3 applications running CMS common, and then, sorry, CMS, LMS, and this OpenX, which is like a hybrid thing, and it just grows and grows. But a regular, one of the other services, which they are leaning towards, not completely microservices, but it's being taken apart into pieces. So I don't know, any of these should be a little bit more like a regular Django application with, I don't know, testing handled by CircleCI or something in the cloud. They are trying to reduce the amount of custom things that were made up for the application. And what will happen when 1.8 is not supported anymore? How do you participate in the effort of upgrading this kind of dependencies? Yeah, so for this, there is an open source community, and we're part of that, and we submit pull requests for those changes. But longer goals, like changing versions of Django, which take a lot of effort and require at least dozens of pull requests to fix every little part, are handled by something called by edX, the open source pull request, the OSPR, Open Pull Request
path or something. They have a special name for that, and it requires meetings back and forth. So it's like you propose an idea. Oh, what about if we migrate to Django 1.11 or 1.12? And then they say, okay, so how is this going to be? And they maintain an open wiki at Confluence, so that you can take part in these discussions. But we are not very active on that because there is a tremendous amount of effort to keep doing that, and at the same time operating an older version. So you would need to be on the latest code to be able to help migrate, but then on the latest stable to be able to maintain your installation. So we don't do that for really big goals, but for smaller things, like we want to adapt, I don't know, the sending function so that we can select different backends, then we can create pull requests and sort of discuss with them. Yeah, also this project tends to have a lot of visibility, almost 2,000 forks, and they have a lot of pressure, not only from us, but other big universities in the world that are using it. They maintain the pressure to keep on upgrading and updating. So is there a person that is a pull request manager? Yeah. Yeah, there is one person which not only does, but is in charge of reviewing every incoming big pull request and saying, okay, this works, this. Saying from a product perspective, this fits or doesn't fit really quick, because the process had a tendency to run for very long periods of time. I had one pull request for at least 1 year. So this is very tiring for contributors, because you don't want to upgrade a pull request every few weeks for 1 year and then at the end receive a, no, you know what, this is not going to work. So what now they have is a process where this person looks at the pull request, and if it's a very simple thing, then it just routes it to the right person. If it's more complicated, it opens the discussion of what to do with that. So yeah, there is one, like a specific person for open source reviewing, but they have an open source team of 4 people doing more stuff. They even have a portal just for the open community to check out, and conferences and all that. All that movement is sort of growing behind the project. It's also, the project itself is a little more mature now. So before it was very obscure, and it would break for no apparent reason. And after 4 years of doing that, now it's getting a little bit more calm, and now it's possible to innovate but not break everything else on your way. Maybe I could show you a little bit the results of the analytics pipe, since this is something which is very interesting to our. If you want to use the. I could use this. I don't know if I need VPN. I'll plug in my computer. It's easier. Une des choses vraiment nouvelles et intéressantes avec ces MOOCs, pour finir,
ça a été qu'on on arrive un peu dans tout ce blabla autour des big data, dans ces buzzwords-là, quoi, avec des données éducationnelles. Et puis, on l'a fait maintenant avec des étudiants du monde entier pendant ces années passées. Et puis, le courant du moment, c'est de dire, ah, on pourrait aussi regarder à nos propres données, Moodle, IS Academia, que deviennent les alumni, etc. Puis c'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant. C'est le travail de Francisco. Une des difficultés qu'on avait, c'est qu'on était partenaire avec edX et Coursera, qui chacun ont un format de données différent, une façon différente d'y accéder, c'est vraiment très hétérogène. Et puis, en normalisant ces données avec une sorte de schéma de base de données commun aux deux, on arrive à avoir ce dashboard qui est mis à jour tous les jours, et puis qui va compter combien de participants on a. Alors aujourd'hui, c'est 1 861 000 inscrits à nos MOOCs, en français et en anglais. Là, on va bientôt sabler champagne parce qu'on aura 100 000 MOOC alumni, qui sont des gens qui ont terminé un MOOC du début à la fin. Et puis, ça permet de répondre au téléphone quand il y a une éminence grise de la présidence qui appelle et puis qui dit « Demain, j'ai un visiteur de Tunisie. Combien on a de Tunisie ?» Donc, là, c'est pas dans le dashboard, mais disons, avec un query bien senti, on arrive à sortir les chiffres du jour. Notamment, c'est assez intéressant de regarder aussi la répartition géographique. C'est aussi un petit peu la bataille qu'on a avec Coursera pour obtenir les adresses IP qui ne veulent plus donner, etc. Mais à un moment, on arrive à localiser les gens jusqu'à leur ISP provider. Donc on peut faire vraiment des cartes intéressantes pour voir, tiens, combien de gens de Zurich prennent les MOOC de Lausanne, ou ce genre de truc. Ouais, ici, on a le nombre de participants. Le best-seller, ça c'est le MOOC de Mr. President, et puis les autres, c'est les Scala MOOCs. Hein. Il y a celui d'Oderski, Functional Program Design. Il y a un couleur qui a disparu complètement là-bas, parce qu'il a, dans cette barre, il y Visiteur. avait deux couleurs. Ah ouais, il y a un gris. Oui, il y a un Mais gris tu le vois aussi. sur ton écran, mais pas sur le... Je le vois sur mon Non, écran. non, mais tu le vois sur ton écran du Mac, mais pas sur le projecteur. C'est pas une question du contraste. Ouais, Ouais. ouais. Alors c'est vrai que là, normalement, ça monte jusqu'ici. Ouais, et là, ça monte à 129 000. Mais alors, les gris, c'est les visiteurs. C'est ceux qui ont juste dit « Ah ouais, ça m'intéresse », puis qui sont jamais venus. Donc en bleu, c'est les vrais qui sont venus. Et puis, il y a les cours Et de... puis le cours à Nikou, il est situé Alors où? le cours à Nikou, c'est microcontrôleur. Microcontrôleur, là. Pour toi, 15 000 participants. Mais c'est la moitié d'un... Ouais, c'est la moitié du maximum du programme. Ouais, voilà, on a changé d'échelle. Ouais, On est tu à vois, on est 300 à 000, 200 on 000, est à ouais, 60 d'accord. 000. Mais pour un cours francophone, c'est respectable. Et puis surtout, ils ont eu du succès. Pierre-Yves Larocha, Avec les tests automatiques et tout. il fait des tests automatiques sur des microcontrôleurs. Et puis, il fait tourner ce truc en Afrique, ce qui est quand même, on a des photos d'une classe africaine qui sont en train de bidouiller sur leur microcontrôleur, de prendre ce cours-là. Donc, les gros chiffres, évidemment que c'est bien, mais il y a plein d'autres façons d'avoir du succès à travers un MOOC. Si notre MOOC d'algèbre permet de baisser de 10% le taux d'échec en première année, on n'aura eu que 200 utilisateurs, mais voilà. D'ailleurs, le seul input des utilisateurs, c'est l'enregistrement apparemment. C'est quand on s'enregistre sur le site. Alors non, ensuite on traque chaque clic, Ok. et puis on arrive ensuite, on catégorise les utilisateurs comme ça. On regarde le pourcentage de vidéos qu'ils ont regardées et le nombre de problèmes qu'ils ont résolus. Et puis ceux qui nous intéressent vraiment, c'est ceux qui font plus que 45% des exercices. Ça, c'est ceux qui sont vraiment engagés. Et parmi ceux-ci, il y a 2 tiers de réussite. Et puis après, il y a
ceux qui font un peu les touristes, mais comme nous tous, hein, on va sur Wikipédia, on regarde un truc, puis on va pas se taper tout le cours. Et puis ceux qui regardent toutes les vidéos, mais font pas les exercices. Mais du coup, les utilisateurs peuvent noter, faire du review sur les cours, par exemple. Pour laisser des feedbacks, par exemple. Oui. Par contre, ça rentre pas dans le dashboard. Alors ça ici, on les voit pas, non, parce que ça c'est plus les dashboards alors Les utilisateurs. de la plateforme elle-même. Ok. Et puis Coursera a aussi un dashboard où on voit le nombre de open issues, etc. Et c'est comme le Insights que Felipe a montré, ça c'est plus les statistiques pour un prof. Je peux voir par exemple, I'll try the one from Insights. Ça c'est de la provoque des fontes comme ça. Ça c'est chez edX. Ça c'est plus l'interface pour ensuite quand j'entre dans un cours, c'est les données pour un cours. Donc dans Engagement, là je peux voir un peu combien sont actifs chaque semaine, combien ont essayé un problème. Dans les vidéos, c'est assez rigolo, on a des étudiants aussi qui bossent sur, dans un chapitre, une vidéo, on peut voir combien de personnes ont regardé chaque seconde de la vidéo, ça c'est le déroulement de la vidéo dans le temps, et puis quelles parties en bleu foncé ont été regardées plus qu'une fois. Puis typiquement, ça, on est après plus du côté de la recherche, on va essayer de détecter des bumps, et puis de voir, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un bump? Est-ce que c'est une partie qui est plus difficile qu'une autre? Est-ce que... J'ai vu Google faisait pareil, je crois, sur YouTube. Oui. Ouais. Ils mettent l'utilisateur carrément la zone intéressante, qui est la plus intéressante. Exactement. Donc... Soit la zone intéressante ou soit la zone où ils n'ont pas compris. Ça, c'est pour ça que c'est dur à interpréter. C'est assez dur. Alors, moi... Tu peux ouvrir la démo de notre étudiant, s'il te plaît. Ouais. Là, dans le route. Et c'est flowchart. Je sais pas, je te laisse commenter, Francisco. Non, tu peux juste pointer. Alors ici, c'est son flowchart qui montre c'est du la quantité développement, des gens qui ont cliqué, ils étaient dans un slide, et après ils ont cliqué, ils ont allé en arrière. Et comme ça, on peut comprendre quels sont les slides qui sont plus problématiques. Ce programme-là, il vient d'OpenEdX? Non, ça c'est nous qui l'avons fait. Wow. C'était un projet. Et puis vous l'avez mis sur GitHub? Non. Non, il a mis sur GitHub ce projet. Lui, il a mis. Ah ouais. Ouais, bah ça c'est vraiment super. Et puis là, tu vois les outbound navigation, puis les inbound. Donc ici, tu vois tout de suite que les gens ont beaucoup sauté au slide 8. Ouais. Puis tu vois d'où ils venaient. Et puis c'est rigolo de voir... It doesn't change the slides, c'est peut-être mon navigateur. Ça, c'est une version ancienne. Il m'a envoyé Ok. Seulement cette semaine, il m'a envoyé la dernière. Ok. C'est un old demo. Ah voilà. Et puis toi là, tu as un slide qui se complète petit à petit. Et puis il y a beaucoup de gens qui naviguent. Là, il y a un switch. Là, c'est le slide est complet. Ouais. Donc il y en a qui naviguent pour aller voir la fin du développement. Tchac. Et puis qui bougent plus loin. On a fait aussi pas mal de classification automatique sur les patterns de navigation. Rien que fast forward, slide, come back, etc. On arrive à prédire si quelqu'un va réussir le cours ou pas. Juste en regardant le pattern de navigation dans la vidéo. Le type, il lit l'introduction, il lit la conclusion, hop, c'est bon. Plus besoin d'examen. Oui, c'est comme les romans, tu lis les premiers chapitres, derniers chapitres. Exactement. Nous, c'est la dernière fois. Puis les profs pensent souvent que les étudiants regardent religieusement leurs vidéos, mais il y en a beaucoup qui accélèrent, mettent sur 1.25 la vitesse, et puis qui naviguent à travers... Si j'avais pu faire ça pendant mes cours. Un autre projet sympa qui vient pas des... Ah ça c'est... Je voulais pas... Ça c'est juste une visualisation des messages email dans les MOOCs. Des forums. Des forums, ouais. Des forums, puis...
on voulait voir un peu si le jour et la nuit, on voit un peu le pattern se déplacer dans le monde en fonction du jour et de la nuit. C'est rigolo. Et puis mon préféré, c'est celui-ci. Là, on a analysé 20 000 offres d'emploi et pour identifier les skills qui sont vraiment plus les compétences, toi, Word, Excel, PowerPoint, les outils, les qualités générales qui sont plus du genre management, team skills, merde, j'ai cliqué à côté, team skills et un petit peu tout ce qu'on n'apprend pas explicitement dans un cours. Si je fais un projet avec un groupe, ben, je vais développer mes team skills, peut-être parler un peu allemand et tout ça. Et puis les diplômes qui sont, là on peut voir par exemple dans le domaine IT, dans les offres d'emploi, il faut un diplôme en Computer Science, Safety and Security, MBA. Et puis ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de, si on le regarde comme ça, c'est d'établir une relation entre les cours de l'EPFL, le catalogue des cours, et puis les skills qui sont présents dans le marché du travail. C'est un petit peu ce que fait Khan Academy. Ils ont un knowledge tree où je peux dire, en ayant fait tel et tel cours, je connais telle et telle connaissance et compétences, et puis celle-ci, bah, elle me donne accès à différents types de carrières. Mais ça, c'est des outils qui ne sont pas dans OpenEdX. Non, alors ça, c'est le boulot qu'on fait sous le chapeau Campus Analytics. Okay. C'est un peu, on fait moins, enfin, la vidéo production, c'est un peu le service de base, et puis un peu des choses excitantes, nouvelles, c'est plus dans cette direction-là. Okay, mais ça n'intéresse pas la communauté. La communauté EDX n'est pas intéressée par ce genre d'analyse. Si. Ils sont chauds, disons aussi toutes les autres universités à qui on montre ça sont intéressés. Pour l'instant, on court aussi vite que possible. Ouais. Et puis, on a eu le même problème. Je reproche parfois d'utiliser des outils open source sans forcément les contribuer de manière correcte. Alors ça, c'est pas des données edX. C'est vrai que le Analytics Pipe qui pour finir finit dans dans le dashboard qu'on a vu avant, on pourrait le mettre à disposition. Mais avec effort. Avec un certain effort à mettre en place, je pense. Ouais. Faire comme un projet open source. Par exemple, ouais, le database structure qu'on a mis au point, les scripts d'importation, l'idée c'était de les mettre à disposition. Oui, moi j'ai mis à disposition les scripts d'EDX. Le problème c'est que Coursera, cependant, ils ont changé toute la plateforme. Okay. Les scripts que j'ai fait d'unification de données sont inutiles maintenant. Et maintenant, on va juste directement sur la plateforme. Mais c'est là où c'est intéressant justement de les mettre dans le monde open, c'est que les autres peuvent faire le boulot à notre place. Parce que quand les autres vont voir, oh, mais le format de Coursera a changé, hop, ils forquent notre projet, ils l'adaptent, puis nous on récupère le truc derrière. Ouais. C'est vraiment du win-win de partager. Ouais. On devrait avoir le premier réflexe, c'est on partage en premier, puis après on utilise. Tandis que là, c'est on utilise, puis ouais, on verra si on va publier. Et ça, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. On était en contact avec des unis françaises qui étaient intéressées à reprendre ça, puis dans le cadre de la collaboration avec eux, on aurait fait l'effort à ce moment-là en disant, plutôt que de vous envoyer un tarball, on publie ça. C'est vraiment cette notion de partager et de récupérer, je ne veux pas dire que c'est nouveau, mais c'est vraiment nouveau de l'intégrer maintenant dans l'idée. Moi je fais beaucoup avec toutes les plateformes, microcontrôleurs, Raspberry et tout ça. Et on est en permanence dans le partage. Et en permanence, on forque, on modifie, on améliore. C'est incroyable parce que c'est efficace. Et nous, à l'EPFL ou en Suisse, on est très... je prends, mais je donne rien. Et on ne comprend pas qu'en donnant, on récupère encore plus que ce qu'on a récupéré. C'est ça. Mais c'est vrai que si on fait l'effort dès le début, il coûte moins qu'après coup. Maintenant, j'arrête de bosser pendant 2 semaines pour consolider et distribuer.
Et puis si notre truc est intéressant, les gens ils prennent, ils forquent et ils modifient. C'est ça qui est bon là. Ils modifient et ils remettent à disposition. Au moment où ils ont forqué, ils remettent à disposition. Et on agrandit notre équipe de travail sans faire exprès. Voilà, ça c'est un peu C'était bien. ce qu'on bidouille. Et vous faites plus partie de la VPSI maintenant. Hein. Non. Ouais, dommage. Et puis ouais, alors en partant, à l'époque, je m'occupais aussi de Moodle, qui maintenant est repris par la VPSI. That's something else also. At some point, when this is mature, ideally, we would be able to say, okay, now this is a service that can be operated by VPSC. Now I don't know, since this is becoming a Swiss project, ETH will not want VPSC to run their platform, so we will have to see for a consortium or whatever type of entity, I think, that is running this. ETH is involved in this project with their Safe Exam browser. I don't know si vous savez ce que c'est. It's it's a fork of Firefox where they strip down everything that can make give the ability for a user to cheat, and they tie this with the server, so you can give the browser sort of a hash of the properties, the configuration it needs, and the server can also respond to this hash, and then the whole, I don't know, there is an error in the front end and you can send your own post, it's completely blocked by the fact that the browser has to be that and configured in a specific way so the server responds, otherwise the server just says, I'm not talking to you. This browser also keeps track of the user, like it films the user, and it can track the activity or processes running in the computer. So. And in this project, they want to develop a bit biometrics and stuff like this. Ideally, you would do identification. You show your ID, your face. Every time you come back, it takes a snapshot of you, etc., etc. The long-term goal is to do, for me, remote examinations. Alors ça va être une grosse bataille ici. Il y a 4 ans, il y avait quelqu'un qui a développé en Australie où ils étudiaient la façon dont on tape sur le clavier pour être sûr que c'était bien la bonne personne qui passait son examen et pas quelqu'un d'autre. Ouais, une start-up en Espagne qui typing DNA. Oui, voilà, moi j'ai vu ça c'est cool, en Espagne, mais c'était utilisé en Australie parce qu'ils avaient des écoles qui étaient très loin et pour un examen, ils devaient être sûrs que c'était bien la bonne personne qui tapait. Ouais. Après, tu peux toujours avoir ta grande sœur qui connaît le C++ puis qui te dit tape ça. Mais c'est vrai, pour finir, c'est un faisceau de plusieurs sources de sécurité qui va faire que ça... Garantir que c'est bien la bonne personne qui passe l'examen. Voilà, merci d'être venu. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un Django Club à l'EPFL? Oui, ils sont là. Ils sont là. Non, il manque Si vous avez des gros frères ou des petits frères, moi je cherche un full stack developer pour faire un projet qu'on appelle le Learning Companion. C'est une sorte d'application un peu comme Strava pour aider les étudiants à bien utiliser des bonnes pratiques d'études. Et puis on a une annonce là, full stack developer. Interne de l'EPFL Ouais. C'est un mandat d'1 année, et puis on va bientôt chercher aussi un peu un DevOps ou développeur OpenEDX, un peu Django Specialist. Donc je vous enverrai, si vous voyez l'annonce puis que vous avez des collègues, des copains d'études ou quoi, ce serait sympa de faire suivre. Merci. Merci pour la réponse.